Bonjour à tous et bienvenue au live du mercredi du muséum. Alors pour rappel, ce sont des animations qui sont organisées toutes les semaines, le mercredi après-midi. Ça dure environ une demi-heure. Et pendant cette demi-heure, il y a un scientifique de la maison qui va venir vous parler de sa spécialité. Et pendant cette demi-heure, vous pourrez aussi lui poser des questions en rapport avec le sujet dont il va parler. Ces animations sont aussi organisées dans le cadre du bicentenaire du muséum. Une exposition qui va présenter des spécimens qui sont dans nos collections ici et qui sont vraiment extraordinaires, qui ont une valeur scientifique élevée, sont présentés dans cette galerie qui s'appelle Trésor. Et un livre a aussi été fabriqué par la maison. En fait, c'est un travail collaboratif de tous les gens du muséum où on présente ces spécimens vraiment très intéressants dans ce livre. Alors, il y a de très belles photos et c'est un livre que vous pouvez trouver en librairie ou ici au muséum. Alors, pour en venir à aujourd'hui, je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Lionel Monod. Je suis chargé de recherche ici depuis 2009 et ma spécialité, c'est l'arachnologie. Alors, c'est-à-dire que j'étudie les arachnides et en particulier les scorpions. Donc aujourd'hui, je vais vous parler pas uniquement d'araignées et des scorpions, mais plutôt des arthropodes en général. Donc le premier spécimen dont je veux parler, c'est ce homard. Alors c'est un spécimen assez vieux, il a été récolté en 1971 en Croatie. Et ce qui est intéressant avec ce spécimen, c'est qu'en fait il est très très grand. Il fait environ 41 cm sans les pattes, sans les pinces avant. Et c'est vraiment une taille exceptionnelle. Si vous voulez maintenant, c'est quelque chose, c'est des spécimens on a vraiment de la peine de trouver des spécimens de cette taille. Alors je vais essayer de vous expliquer les raisons de ces différences de taille chez certains groupes d'arthropodes. Alors dans la prochaine image, je vais essayer de vous montrer un problème au niveau de la croissance des arthropodes. Alors une des particularités des arthropodes, premièrement, c'est qu'ils ont des pattes articulées, d'où leur nom. Arthropodes, ça veut dire pattes articulées. Et la deuxième particularité du groupe, c'est qu'ils ont un exosquelette. C'est-à-dire que contrairement à nous, les vertébrés, leur squelette est externe. Et donc ils ont une espèce de carapace de chitine qui va en fait bloquer leur développement. Donc l'animal, pour se développer, pour grandir, doit changer de peau. Comme sa peau ne s'étire pas, et elle ne grandit pas de façon continue comme chez nous, l'animal doit en fait faire ce qu'on appelle une mue, c'est ce qu'on voit en photo ici. Donc il va changer de peau un certain nombre de fois au cours de sa vie. Alors parmi les arthropodes, vous avez deux groupes d'arthropodes. Vous allez avoir des arthropodes qui ont un nombre de mues fixes, c'est-à-dire que l'animal va avoir par exemple 5 ou 6 mues au cours de sa vie, arriver à l'âge adulte et c'est terminé. Et d'un autre côté, vous avez un autre groupe d'arthropodes où il n'y a pas de nombre de mues fixes. Et c'est le cas des homards. Donc c'est des animaux qui peuvent vivre plusieurs dizaines d'années, genre 50, 60 ans, et qui en fait vont muer tout au long de leur vie. Il n'y a pas un nombre de mues fixe, donc chaque année, l'animal va muer. Donc en fait, plus l'animal vit longtemps, plus il va être grand. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'avec la pêche, la consommation, vous avez en fait de moins en moins de spécimens qui sont âgés et qui donc peuvent atteindre des tailles très respectables comme celui que vous avez ici. Donc maintenant, à l'heure actuelle, pêcher des homards de 30 cm, c'est vraiment quelque chose de très rare. Donc ce spécimen est quelque chose d'exceptionnel du fait de sa taille, 41 cm au total, ce qui veut dire que c'est certainement un animal qui devait avoir plus de 50 ans au moment de sa capture. Donc voilà un peu pour une présentation générale des arthropodes. Maintenant, je vais essayer de passer à mon groupe de prédilection, donc les arachnides, et c'est le prochain animal dont je vais parler. Alors, généralement, les gens connaissent les scorpions, les araignées, qui sont des arachnides, mais ils ne sont pas au courant qu'en fait, il y a tout un tas d'autres groupes d'arachnides qui sont beaucoup moins connus, mais tout aussi intéressants. Donc, un de ces groupes, ce qu'on voit ici, sont les amblypyges. Donc,
les arachnides, comment vous pouvez les reconnaître? C'est le nombre de pattes. Donc c'est des animaux qui ont 8 paires de pattes, contrairement aux insectes qui en ont uniquement 6. Alors là, chez ces amblipiges qui sont présentés ici, j'ai amené d'autres exemples. Donc c'est des animaux qui peuvent atteindre une taille vraiment respectable. Et donc on retrouve bien 4 paires de pattes. Par contre, la première paire, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, je vais la rapprocher. Ouais, voilà. Donc voilà, 4 paires de pattes, 1, 2, 3, 4. Et vous voyez que la première paire est extrêmement allongée. On peut même dire que la morphologie ressemble beaucoup plutôt à des antennes qu'à des pattes. Et bien en fait, c'est exactement ce qui se passe. La première paire de pattes est modifiée pour servir d'organe sensoriel à l'animal. Donc l'animal va se servir de ses appendices antérieurs pour appréhender son environnement, sentir. C'est vraiment quelque chose qui lui permet de connaître l'humidité, de savoir s'il y a de la nourriture à proximité, s'il a des congénères, ou pour se reproduire aussi, trouver des femelles. Voilà. Deuxième particularité des arachnides, après ces 4 paires de pattes, c'est ce que vous voyez à l'avant, ici, les appendices. Donc là, en fait, ce n'est pas des pattes à proprement parler, c'est ce qu'on appelle des pédipalpes. Donc c'est une paire d'appendices antérieurs qui est au niveau de la tête, donc céphalique, et qui va être spécialisée généralement pour la prédation et l'alimentation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les arachnides, en tout cas 95% des arachnides, sont des prédateurs et vont chasser activement leurs proies. Donc généralement, ils se nourrissent d'autres arthropodes, d'insectes ou même d'autres arachnides. Et donc les pédipalpes qu'on voit ici servent à attraper ces proies, la capture et la chasse. Donc j'ai un autre exemple ici. Voilà. Donc là, c'est un peu plus loin, voilà. Donc vous voyez différentes morphologies. Les pédipalpes sont beaucoup plus allongés chez cette espèce, et vous allez avoir aussi un dimorphisme sexuel entre le mâle qui est en bas et la femelle qui est en haut. Alors ça, ce dimorphisme, cette différence de morphologie entre mâle et femelle, est due à des compétitions entre mâles. Donc les mâles évaluent leur taille et leur force avec ces pédipalpes. En fait, ils vont se faire face, et chacun des deux mâles va en fait taper sur les pédipalpes de l'autre, et ça leur permet en fait d'évaluer la taille de leur adversaire, de leur opposant. Et en fonction de qui est le plus gros, le petit peut s'enfuir, et ça évite des morts, et ça évite qu'il y ait des drames au moment de chercher à s'accoupler. Donc voilà. Alors on a une question de Guillemette Oui. qui demande où vivent ces spécimens que tu viens de nous présenter. Oui, alors c'est surtout des espèces tropicales, donc on va le trouver en Amérique latine. Là, la grosse espèce que j'ai présentée au début venait du Pérou. La deuxième, où il y a les mâles et femelles, venait du Cameroun. Mais sinon, il y en a beaucoup en Asie du Sud-Est et quelques espèces au Moyen-Orient. Donc Oman, je crois Émirats Arabes Unis également, et une espèce en Turquie. Donc c'est plutôt des animaux qui sont inféodés au milieu tropical humide, mais il y a quelques espèces qu'on va trouver dans des milieux plus secs, et dans ces cas-là, ils vivent dans les grottes, dans les cavernes. Donc c'est des animaux qu'on appelle troglophiles, cavernicoles, et qu'on trouve dans ces milieux où il y a quand même un taux d'humidité assez important qui leur permet de survivre. Voilà. Donc voilà pour les amblipiges. Maintenant, je vais essayer de vous parler un petit peu les autres groupes, d'autres photos d'amblipiges où on voit les détails de ces pédipalpes qui sont vraiment adaptés à la chasse. On voit vraiment les pics et tout un tas d'épines qui permettent d'agripper les proies et les empêcher de s'enfuir. Donc ensuite, je vais parler d'autres groupes d'arachnides qui sont aussi peu connus et vous présenter des différences morphologiques. Alors là, je vais aller rapidement, c'est juste pour vous présenter vraiment la morphologie de ces animaux. Donc en haut, vous avez un pseudoscorpion.
Ça ressemble beaucoup à un scorpion, à part qu'il n'a pas de queue. En bas, c'est des opilions. Donc ça, c'est 2 ordres qui sont présents ici chez nous en Suisse. Il y en a aussi sous les tropiques, mais c'est des choses que vous pouvez observer par ici. Ensuite, d'autres groupes plus tropicaux cette fois. En haut, vous avez des uropiges qui sont assez proches de ce que j'ai présenté avant, amblypiges, mais qui sont équipés d'une queue, entre guillemets. Donc on voit cet appendice caudal au niveau postérieur qui est vraiment typique du groupe. Et les deux arachnides du bas sont des solifuges et des ricinules. Donc tout ça pour vous dire que la diversité du groupe est vraiment beaucoup plus importante que ce que les gens connaissent habituellement. Donc ça va bien au-delà des araignées et des scorpions. Et il y a tout un tas de groupes moins connus qui sont pourtant très intéressants. Alors, je voulais aussi parler de ces différents groupes. Attends. Si tu peux revenir. Excuse. Ouais, donc je reviens au groupe du haut, les uropiges, et j'ai parlé de la queue. Donc, la plupart des groupes d'arachnides ne vont pas avoir de queue, hormis les palpigrades, les uropiges qu'on voit là, et les scorpions. Et c'est des groupes qui sont considérés comme primitifs, contrairement aux araignées, à tous les autres groupes qui n'ont pas de queue. Et là, je vais vous présenter ensuite un fossile, en fait, qui a été découvert dans l'ambre de Birmanie. Donc c'est une pierre qui est datée de 100 millions d'années environ, et qu'on trouve dans une vallée en Birmanie, et qui est extrêmement riche au niveau des arthropodes qui sont prisonniers dedans. Donc l'ambre, pour information, c'est de la sève d'arbre qui a coulé à l'époque, dans laquelle les arthropodes et tout un tas de petits animaux se sont fait piéger, et qui a été fossilisée. Et donc vous avez une préservation qui est vraiment extraordinaire de spécimens qui ont 100 millions d'années ou plus dans cette sève fossilisée, et ça nous permet d'étudier en fait, l'évolution de tous ces groupes au cours du temps. Et récemment, des collègues en fait, ont découvert un ordre d'arachnides qui n'existe plus. Donc vous pouvez voir, ça ressemble vraiment à une araignée, on voit les 8 pattes, il y a le corps globuleux, le céphalothorax, et elle est équipée d'une queue. Donc toutes les araignées actuelles, la queue a disparu, mais on la retrouvait dans des groupes plus anciens, précédemment, les uropiges par exemple. Donc là, c'est juste pour expliquer qu'au cours de l'évolution, vous allez avoir un changement de morphologie, mais qu'en fait, tous ces changements morphologiques sont un peu un continuum, et que si on veut comprendre comment ces caractères sont apparus dans le temps, il faut parfois qu'on étudie les fossiles, parce qu'il y a des groupes qui ont totalement disparu maintenant, qui sont totalement éteints. Et donc ça peut être problématique de comprendre l'évolution entre les groupes actuels sans connaître ces groupes éteints. Et donc l'ambre birman et les insectes arachnides qui sont prisonniers sont vraiment extrêmement importants. Ce qui m'amène au prochain spécimen. Donc là, on passe aux araignées. Donc là, il s'agit d'une araignée du genre Liphistius, une araignée mésotèle, qui est une araignée très très primitive. C'est en fait le groupe le plus primitif à l'intérieur de l'ordre des araignées. Alors, la queue a disparu, évidemment, mais vous pouvez voir ici qu'elle ressemble beaucoup au fossile que j'ai présenté juste avant. Et d'ailleurs, on va voir après la photo suivante ces caractères. Je vais passer un peu les caractères en détail. Donc la photo du haut, comme j'ai dit avant, la queue a disparu, mais vous pouvez voir, il reste un espèce de petit appendice tout au bout, au niveau postérieur, qui est en fait un vestige de cette queue qui était présente dans les groupes précédents et qui a maintenant disparu. Donc il y a quand même un rappel, quelque chose qui reste de ce caractère dans les groupes primitifs. Le deuxième caractère très primitif chez ce groupe d'araignées, on va voir ça sur la photo suivante, c'est la présence de plaques au niveau de l'abdomen. Donc la photo du haut, c'est ces araignées mésotèles, et on voit bien ces plaques noires qui forment comme des segments sur l'abdomen, donc la partie postérieure de l'araignée. Alors ça, c'est quelque chose de très, très typique des groupes primitifs.
c'est que tous les arthropodes en fait sont des animaux segmentés, c'est-à-dire qui sont composés de segments, qu'on appelle aussi tagmes, et qui vont être fusionnés en différentes parties du corps, donc thorax, abdomen, tête, et au fur et à mesure de cette fusion, les segments vont avoir tendance à disparaître, ou en tout cas, l'expression visible des segments a tendance à disparaître. Donc chez les araignées primitives, on a encore ces segments qui sont apparents par la présence de plaques, et ces plaques vont avoir disparu chez les araignées qui sont plus évoluées. C'est la photo qu'on voit en bas, où là, l'abdomen est complètement lisse, et il n'y a plus aucune plaque qui est apparente sur cet abdomen. Donc voilà encore une évolution. Donc on a vu disparition de la queue, c'est quelque chose c'est une sophistication de la morphologie, et fusion des segments et disparition des plaques abdominales chez les araignées. Donc on peut voir vraiment un continuum dans cette évolution des caractères. Donc on va rester maintenant sur ces araignées primitives, et maintenant je vais essayer de parler de leur mode de vie, qui est un petit peu particulier, très intéressant, en tout cas pour moi. Donc c'est des araignées qui font des terriers, et elles vont rester toute leur vie dans le terrier. Et la particularité ici chez ce groupe, c'est qu'il va y avoir une porte qui va bloquer, enfin qui va boucher l'entrée du terrier et le rendre complètement invisible aux prédateurs ou aux proies. Donc l'araignée est vraiment dans le terrier, son terrier est invisible si on ne sait pas comment le chercher, et elle se tient tapie juste derrière la porte à attendre que des proies arrivent. Donc là on ne voit pas très bien sur la photo, mais en fait chez les Liphistius, en fait, il y a des espèces de petits fils qui ont été tendus à l'entrée du terrier, qui vont servir à avertir quand une proie passe à proximité, juste au-dessus de l'entrée de ce terrier, et l'araignée peut rapidement sortir, bondir sur la proie, l'attraper et re-rentrer dans son habitat, dans sa cachette, pour manger sa proie. Donc l'autre utilité de vivre dans des terriers, c'est que ça permet aussi à l'animal de maintenir un micro-habitat, des conditions écologiques constantes à l'intérieur de ce terrier. Donc il est complètement tapissé de soie, et du coup assez hermétique à l'atmosphère externe, et ça permet en fait à l'animal de garder un taux d'humidité constant par rapport au taux d'humidité qu'il peut y avoir à l'extérieur. Donc l'animal peut être capable de survivre en cas de sécheresse pendant un certain temps, en maintenant justement cette humidité un peu plus élevée à l'intérieur du terrier. Donc j'en reviens maintenant à des différences entre mâles et femelles, parce qu'évidemment on a aussi des différences biologiques entre les deux sexes. Donc en haut, vous voyez le mâle, et vous vous rendez compte qu'il a des pattes beaucoup plus longues que la femelle qu'on voit en bas à droite. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que en fait, les mâles sont les seuls à se déplacer. Comme je vous ai dit avant, les araignées vont passer vraiment toute leur vie à l'intérieur du même terrier. En fait, au fur et à mesure qu'elles grandissent, qu'elles font leur mue, que leur taille augmente, elles vont juste augmenter la taille du terrier sans jamais bouger. Et généralement, les bébés vont aussi, après éclosion, s'établir vraiment très près du terrier de la femelle. Donc vous allez avoir des populations vraiment très très denses de ces espèces dans un petit espace. Vous pouvez avoir plusieurs centaines de spécimens dans 10 mètres carrés, vraiment très très concentrés, qui sont tous issus de la même famille. Et en fait, donc, le mâle va vivre toute sa vie également dans un terrier, sans bouger, jusqu'à avoir fait sa dernière mue, qui va marquer son accession à l'âge adulte. Et une fois à l'âge adulte, il va obtenir cette morphologie vraiment très différente, avec des pattes très longues. Et à ce moment-là, en fait, c'est le seul moment où il va sortir du terrier et chercher pour s'accoupler avec des femelles. Donc c'est le seul moment où il sort du terrier, et ses pattes, donc beaucoup plus longues, lui permettent de se déplacer plus rapidement, de couvrir plus de terrain pour trouver un partenaire et s'accoupler. Et une fois qu'il s'est accouplé, il va mourir. Donc les mâles ont vraiment une fonction uniquement de reproduction, contrairement aux femelles qui, elles, vont vivre beaucoup plus longtemps. Et
là, on est dans la même cas de figure qu'avec les homards. Les araignées femelles vont muer toute leur vie. Donc elles vont faire des mues tous les ans. Et c'est des animaux qui peuvent vivre aussi plusieurs dizaines d'années. Donc, à nouveau, comme pour les homards, vous allez avoir des différences de taille assez marquées en fonction de l'âge des spécimens. Donc des femelles assez jeunes qui ont une dizaine d'années vont être relativement petites, contrairement à des araignées qui peuvent avoir jusqu'à 30 ans, qui sont beaucoup plus grandes parce qu'elles auront fait une trentaine de mues dans leur vie. Et une chose intéressante, j'ai des collègues en Australie qui étudient ces araignées à trappes, donc ces araignées qui construisent des terriers avec des trappes. Et donc cette collègue en question a suivi l'évolution de population pendant une trentaine d'années, une quarantaine d'années, d'une même population. Et elle connaissait chacun des terriers de la population et elle pouvait savoir quel âge avait le spécimen qui vivait dans chacun des terriers. J'ai une question, est-ce qu'on peut parler de colonies quand... Oui, tout à fait. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie ou de coopération entre les animaux, mais ils font vraiment une colonie, si on veut, une population vraiment concentrée. Voilà, donc on continue encore pour dans les araignées, toujours ce même groupe d'araignées primitives, mégalomorphes. J'ai bientôt fini. Alors là, la photo, on verra, j'ai des photos après un peu meilleures pour montrer la morphologie de la bête, mais c'est juste pour vous montrer le conditionnement des araignées et des scorpions ici au muséum. Donc il faut savoir que la plupart des collections, généralement les insectes sont conservés à sec, et quand les gens pensent collection d'arthropodes, ils imaginent des cadres avec des arthropodes qui sont épinglés. Donc pour les arachnides, ce n'est pas le cas. Nous, tous nos spécimens sont conservés en alcool. C'est ce que vous voyez ici. Donc ils sont dans des petits tubes avec de l'alcool et qui permettent de les conserver très très longtemps et qui nous permet d'étudier tous les caractères. Donc là, c'est une araignée, comme j'ai dit avant, qui fait partie du même groupe que l'araignée précédente. Des araignées mégalomorphes qui font des terriers, mais un petit peu plus évoluées et qui, elle, a développé une morphologie un petit peu différente pour se protéger des prédateurs. Donc c'est ce qu'on va voir après. Alors c'est une araignée qu'on appelle l'araignée sablier, en raison de la forme de son abdomen qui est un petit peu triangulaire. Et comme vous pouvez voir, la partie postérieure a l'air complètement tronquée, comme si elle est coupée. Et donc cette partie postérieure est extrêmement dure, donc elle est très chitineuse, contrairement à d'autres groupes. Et en fait, elle a cette forme vraiment parfaitement ronde, parfaitement circulaire, qui va permettre à l'araignée en fait, de boucher son terrier en cas d'attaque par un prédateur. Donc j'ai une photo après, là on voit bien. Donc c'est cette partie postérieure sur laquelle vous avez des dessins assez typiques par rapport aux espèces. Et donc si vous essayez de déterrer l'araignée, si vous arrachez le début du terrier, qui est aussi fermé par une trappe en temps normal, elle va se retourner et mettre son abdomen pour complètement boucher l'accès du terrier à des prédateurs. Voilà, donc une araignée primitive, encore primitive, mais qui a déjà perdu ses plaques et qui a développé une stratégie un petit peu différente de défense contre les prédateurs. Voilà, donc pour finir, je vais vous parler un petit peu de mon groupe de prédilection, les scorpions. Alors là, je vais prendre un angle un petit peu différent, pas parler trop d'évolution, mais plutôt parler d'écologie et de mode de vie. Donc le premier animal que je présente, c'est un animal du genre Heterometrus. C'est des grands scorpions, c'est parmi les plus grands de l'ordre. Donc cette espèce en particulier, Heterometrus soemerdami, le plus grand spécimen de tout l'ordre a été répertorié dans ce genre. Donc il a été mesuré à une trentaine de centimètres pour environ 50 grammes, ce qui est vraiment très très gros. Donc au niveau du mode de vie, c'est des scorpions qu'on appelle scorpions pélophiles, des scorpions qui font des terriers. Et ils vont servir de leur pédipalpe, donc de leurs pinces, qui sont aussi modifiées pour attraper des proies, mais pour creuser des terriers. Donc en fonction de la dureté du sol,
c'est des animaux qui ont besoin d'avoir des appendices avant assez puissants qui vont leur permettre de creuser dans des sols relativement durs. Donc on peut voir ici une photo d'un spécimen vivant où les pinces avant sont vraiment très très grosses, très très musclées. Donc surtout pour permettre d'attraper des proies qui sont relativement grandes. Et en bas, vous avez la photo de l'entrée d'un terrier. Donc là encore, c'est des structures qui sont pérennes. L'animal ne change pas d'endroit, il ne va pas déménager à chaque mue, il va juste agrandir le terrier au fur et à mesure de sa croissance. Donc en fonction des environnements dans lesquels ils vivent, les terriers peuvent être plus ou moins profonds. Donc dans les endroits très désertiques, très arides, certaines espèces font des terriers jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50 de profondeur, généralement en spirale comme ça, pour éviter que les débris tombent et ne bouchent le terrier et empêchent l'animal de ressortir. Et dans les environnements un petit peu plus humides, comme les forêts tropicales, les espèces construisent des terriers qui sont généralement un petit peu moins profonds, une trentaine de centimètres. Voilà, donc ça, c'est les scorpions pédophiles d'un côté, et vous avez une autre grande classe de scorpions, qu'on va voir après, c'est des scorpions qu'on appelle lithophiles, c'est-à-dire que contrairement à leurs congénères qui font des terriers, eux vivent dans les anfractuosités rocheuses. Donc là, on peut voir une photo d'un de ces animaux avec en bas l'entrée d'une cachette. Donc généralement, ils vont vraiment coloniser des fissures très très étroites et s'y glisser, et y vivre toute leur vie également. Donc l'animal, une fois qu'il a trouvé un endroit propice, va y rester. Mais à nouveau, vous allez avoir une adaptation de la morphologie vraiment spécialisée par rapport à l'habitat. Donc d'un côté, vous aviez ces grosses pinces qui permettaient à l'animal de creuser dans les substrats durs, et ici, chez les scorpions des rochers, vous allez avoir une morphologie très très aplatie, donc vraiment très très aplatie, qui permet à l'animal de rentrer dans ces anfractuosités très fines. Et là, donc, j'ai amené aussi des bêtes en cadre. Donc c'est pour vous présenter des différences de morphologie entre mâles et femelles. Parce qu'à nouveau, on a du dimorphisme sexuel. Donc là, les deux spécimens que vous avez ici, donc le mâle se trouve là, et la femelle ici. Et vous voyez que le mâle a une queue beaucoup plus grande que la femelle, beaucoup plus allongée ici, et la femelle donc un corps plus volumineux et une queue courte. Alors ça, c'est aussi dû à le mode de vie de l'animal. Donc au moment de l'accouplement, les femelles peuvent être relativement agressives envers le scorpion avec lequel elles vont se reproduire, et le mâle peut être blessé. Donc ce qui va se passer, c'est que dans beaucoup d'espèces, le mâle va injecter un petit peu de venin à la femelle avant de se reproduire, pour éviter de se prendre des coups et de se faire manger chez certaines espèces. Donc chez ces animaux qui vivent dans les anfractuosités, le problème, c'est comme ils sont dans des endroits vraiment très très fins, l'animal ne peut pas n'a pas de place pour aller piquer la femelle en passant par le haut de son corps. Donc il est obligé de passer par le côté. Et du coup, ça explique que la queue est beaucoup plus longue, parce que le mâle, quand il doit piquer la femelle, doit avoir la possibilité d'atteindre les parties, un plus grand nombre de parties. Et comme j'ai parlé avant, les arthropodes sont protégés par cet exosquelette. Il y a peu d'endroits que l'aiguillon peut percer. Il faut vraiment viser entre deux plaques très solides, une membrane suffisamment soft pour pouvoir injecter le venin. Du coup, l'animal a besoin d'une allonge beaucoup plus grande chez le mâle que chez la femelle pour pouvoir effectuer cette piqûre de reproduction à ce moment. Donc voilà. J'ai juste une question. Oui. Est-ce que, comme chez les araignées, le mâle décède après l'accouplement chez les scorpions? Alors finalement, il y a très peu de cannibalisme sexuel, que ce soit chez les scorpions et chez les araignées. Chez les araignées, c'est généralement limité aux araignées orbiculaires, c'est-à-dire ces araignées qui font des grandes toiles.
et c'est encore un nombre d'espèces très limité. Donc ça arrive, mais c'est vraiment plutôt l'exception que la norme. Mais donc, au moment de la reproduction, ce qui peut arriver, c'est que les femelles vont plutôt donner des coups avec les pinces, et les mâles peuvent être quand même blessés de façon assez sérieuse, donc c'est plus pour éviter ça. D'accord. Et une autre question, c'est, on nous a présenté ces animaux, apparemment ils agissent toujours seuls, enfin ils vivent solitairement. Oui. Est-ce qu'il y a des exemples de Oui. collaboration Alors, c'est pas vraiment de la collaboration. Donc, la plupart des espèces, je dirais 85% sont solitaires. C'est vraiment des animaux qui vont vivre seuls. Et il peut y avoir par contre du cannibalisme entre les jeunes. Par contre, chez certaines des espèces pélophiles, donc qui creusent des terriers, vous allez avoir des animaux qui restent dans le même terrier. Donc la femelle va mettre bas, et les petits vont commencer à se développer dans le même terrier. Donc elle va les nourrir pendant 4-5 mois. Je vais finir. Oui. Et donc, chez certaines espèces, les petits vont vraiment rester dans le terrier, continuer à grandir dedans et agrandir le terrier. Donc en fait, vous pouvez en trouver 15-20 spécimens à l'intérieur de terriers qui peuvent être très grands. Donc les animaux chassent ensemble. Généralement, la femelle va nourrir les petits pendant en tout cas la première année. Mais on ne peut pas vraiment parler de coopération, c'est plus du communautarisme et c'est limité à la même famille. Et est-ce qu'on a ce phénomène aussi chez les araignées? Alors chez les araignées, ça va plus loin. Il y a des espèces complètement communales qui vont tisser de grandes toiles. Stegodiphus, c'est le nom du genre, en tout cas un des genres, celui dont je peux me rappeler. C'est des petites araignées qui sont relativement petites, et là, il y a vraiment de la coopération pour chasser les grandes proies. Donc toutes les araignées d'une même colonie, qui peuvent être des centaines, vont faire vraiment ces grandes toiles générales, et quand une proie beaucoup plus grande qu'elle va tomber dedans, elles vont toutes se précipiter dessus et les chasser ensemble en fait. On a encore une question de Giulio qui demande: est-ce vrai que ces bêtes mal aimées s'occupent parfois longtemps de leurs petits? Oui. Donc la plupart, ou pratiquement dans tous les genres, tous les ordres d'arachnides ont des soins parentaux. Donc chez les scorpions, les petits vont rester sur le dos de la maman jusqu'à la première mue, voire après vont être nourris chez certaines espèces, comme j'ai dit avant. Et chez les opilions, c'est pareil, c'est les mâles qui s'occupent des œufs en tout cas. Chez les araignées, donc la femelle va pondre généralement dans un sac et va protéger son sac d'œufs jusqu'à l'éclosion. Donc il y a une tendance aux soins parentaux plus ou moins développée en fonction des espèces et des ordres, mais c'est quelque chose qu'on retrouve pratiquement chez tous les ordres. Merci. Merci à vous. Et puis, merci pour votre attention. Et donc la semaine prochaine, ça sera quelqu'un d'autre qui présentera un autre sujet. Mais on sera là les mercredis pour le live. Et n'oubliez pas le livre du bicentenaire, disponible en librairie et dans notre boutique. Merci à vous et bon après-midi.